tout a basculé en une nuit, avec 2 chiffres. 900 millions pour une loi anti-OGM au Burkina Faso, votée en moins d'une heure, pendant qu'aux États-Unis des fermiers subissent la baisse des exportations, la contraction du maïs et le contre-coup de saison commerciale perdue, signe d'un essoufflement inattendu. Que révèle ce renversement? Et pourquoi Ibrahim Traoré concentre-t-il l'attention quand Washington redoute qu'un succès burkinabé entraîne Mali, Niger ou Ghana et fragilise un marché jugé vital? Derrière 4 variétés liées à Monsanto et Bayer, 20 ans de dépendance se fissurent et la souveraineté semencière redevient une arme politique. Ce qui se joue ici dépasse largement une réforme agricole technique. L'enjeu central consiste à comprendre comment une décision prise dans un pays sahélien peut déplacer des lignes économiques, politiques et symboliques bien au-delà de ses frontières. Il s'agit en filigrane d'une question de pouvoir alimentaire, de capacité à choisir ses dépendances et de marge de manœuvre face à des marchés mondiaux structurés depuis des décennies autour des semences brevetées. Pour le Burkina Faso, la promesse est claire: reprendre la maîtrise de ses cycles de production et réduire une vulnérabilité accumulée sur 20 ans. Pour les acteurs extérieurs, le risque apparaît tout aussi lisible, voir émerger un précédent capable d'inspirer d'autres États du Sahel et de remettre en cause un équilibre agroéconomique longtemps considéré comme acquis. Dans cette tension, la figure d'Ibrahim Traoré n'est pas seulement associée à une posture politique, mais à un signal. Le signal qu'une souveraineté locale peut devenir un levier régional, et qu'une loi agricole peut, à elle seule, transformer la manière dont le monde négocie avec l'Afrique. Une question demeure alors en suspens. Jusqu'où ce mouvement peut-il réellement aller? Un premier signal tient en 2 données simples, mais rarement mises en regard. Une loi agricole estimée à 900 millions de dollars et un vote expédié en moins d'une heure. Ce double signal, presque contradictoire, indique qu'un consensus national s'est formé là où des mois de débat auraient été attendus. Derrière cette accélération, un message clair s'est imposé. La dépendance semencière n'était plus considérée comme soutenable. Le contexte éclaire ce choix. Depuis près de 20 ans, 4 variétés OGM liées à Monsanto et Bayer avaient progressivement structuré les cycles agricoles burkinabés. Ces semences imposaient des achats annuels, des fertilisants spécifiques et une dépendance technique croissante. Dans le même temps, les États-Unis faisaient face à une contraction de leurs exportations agricoles après plusieurs saisons marquées par des tensions commerciales et des baisses à 2 chiffres sur certaines cultures. L'Afrique restait l'un des rares marchés perçus comme stable et en croissance. C'est précisément à cette intersection que la loi burkinabé a pris une dimension géopolitique. En rompant avec ces variétés, le pays envoyait un signal qui dépassait le champ agricole. Il suggérait qu'une autonomie semencière pouvait devenir un outil de repositionnement stratégique. Cette lecture a rapidement attiré l'attention de Washington, où l'hypothèse d'un effet domino vers le Mali, le Niger ou le Ghana a commencé à circuler dans les mémos internes. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré s'est imposé comme un point de focalisation. Non parce qu'il serait l'auteur technique de la réforme, mais parce que sa posture a incarné une orientation politique assumée, transformé une décision locale en levier régional. Ce choix n'a pas émergé dans le vide, il s'inscrit dans une histoire sahélienne marquée par la mémoire des semences traditionnelles, longtemps marginalisées au profit de modèles importés. La question initiale trouve alors une première réponse. Ce basculement révèle moins une rupture brutale qu'un déplacement progressif du centre de gravité agricole, là où souveraineté et marché recommencent à se confronter directement. Sur le terrain, la réforme a rapidement pris un visage humain. Dans les villages du Nord, des groupes de femmes se sont rassemblés autour de paniers de semences anciennes, expliquant comment chaque variété avait été transmise, protégée et adaptée à des sols que les hybrides importés avaient souvent épuisés. Ce savoir, longtemps relégué à la sphère domestique, est soudain redevenu central dans la compréhension de la transition en cours. À Bobo-Dioulasso, de jeunes biologistes ont monté des micro-laboratoires artisanaux pour cartographier l'humidité des sols et comparer les cycles de culture. Leur objectif n'était pas de rejeter la science, mais de la reconnecter à des réalités locales.
en observant comment les variétés indigènes réagissaient là où les OGM avaient imposé des rythmes artificiels. À Kaya, les marchés ont vu réapparaître des étals de sorgho traditionnels, présentés moins comme des produits que comme des retrouvailles familiales. Ces issues individuelles ont produit un effet cumulatif. Pour la première fois depuis des années, de nombreux cultivateurs ont exprimé le sentiment de reprendre le contrôle de leur travail sans dépendre d'achats annuels ni de brevets extérieurs. Ce basculement précoce n'a pas encore tout transformé, mais il a modifié une perception essentielle. L'agriculture n'était plus subie, elle redevenait un choix. C'est dans cette convergence entre acteurs de terrain, chercheurs et communautés locales que la loi a trouvé une assise plus profonde qu'un simple texte juridique. Le message implicite était clair, et il tenait en peu de mots « reprendre la graine », c'était reprendre l'issue. Tout s'est enclenché par une séquence brève, mais décisive. Avant la loi, les cycles agricoles du Burkina Faso étaient largement structurés par des semences brevetées, intégrées progressivement depuis 2 décennies. Les producteurs s'étaient adaptés à des achats annuels, à des intrants spécifiques et à une dépendance technique devenue routinière. Après le vote, expédié en moins d'1 heure, ce cadre a basculé. La rupture n'a pas été progressive, mais assumée, comme si chaque acteur avait compris que le moment ne permettait plus l'hésitation. L'activation a été immédiate. Dès l'annonce officielle, les ministères ont commencé à diffuser des directives d'application, tandis que les administrations locales tentaient d'anticiper les ajustements nécessaires. Cette rapidité inhabituelle a surpris jusque dans les cercles régionaux où l'on s'attendait à une période transitoire plus longue. Sur le terrain, cependant, les communautés rurales ont interprété le signal sans ambiguïté. L'interdiction de 4 variétés OGM liées à Monsanto et Bayer signifiait la fin d'un modèle imposé et l'ouverture d'un espace d'expérimentation fondé sur des ressources locales. Le point de tension est rapidement monté. À Washington, des notes internes ont évoqué un risque stratégique rarement formulé avec autant de franchise. Les exportations agricoles américaines subissaient déjà les effets combinés de tensions commerciales, de pertes de débouchés et de baisse à 2 chiffres sur certaines cultures. La perspective de voir l'Afrique, décrite comme l'un des marchés agricoles à la croissance la plus rapide, s'orienter vers une issue non OGM a transformé une réforme locale en sujet de préoccupation internationale. C'est à ce moment précis que la figure d'Ibrahim Traoré est entrée dans une nouvelle phase de visibilité. Présenté comme l'un des catalyseurs politiques de cette orientation, il a cristallisé les inquiétudes et les projections. L'idée qu'un dirigeant sahélien puisse transformer une décision agricole en mouvement régional a modifié la lecture du dossier. Le Mali, le Niger et même le Ghana ont commencé à être cités non plus comme partenaires passifs, mais comme variables géopolitiques susceptibles d'imiter le modèle burkinabé. Les répliques se sont ensuite multipliées. En Europe, des lobbies agricoles ont parlé de distorsion commerciale et de rupture stratégique. Les médias ont insisté sur le caractère déstabilisant de la loi, soulignant le risque d'un précédent. Dans le Sahel, au contraire, des consultations discrètes ont émergé. Des chercheurs maliens ont étudié le texte ligne par ligne, tandis qu'au Niger, des autorités de transition examinaient la possibilité d'une coordination régionale autour des semences indigènes. À mesure que ces réactions se répondaient, la portée réelle de la loi est apparue plus nettement. Il ne s'agissait plus seulement d'un choix agronomique, mais d'un enchaînement où économie rurale, souveraineté politique et équilibres internationaux se trouvaient désormais liés. Le passage de l'avant à l'après ne tenait donc pas à une date, mais à une prise de conscience partagée. Une graine pouvait devenir un levier de pouvoir. Le point de départ était clairement établi avant la réforme. Pendant près de 20 ans, 4 variétés OGM majeures avaient structuré l'agriculture burkinabé, imposant des achats annuels de semences, des fertilisants spécifiques et une dépendance technique continue vis-à-vis de fournisseurs étrangers. Ce modèle avait créé une stabilité apparente, mais au prix d'une perte progressive de maîtrise locale des cycles culturaux. L'écart observé après la loi s'est manifesté moins par des volumes immédiats que par des changements mesurables de issue. D'abord, la réaction extérieure.
Les exportations agricoles américaines, déjà fragilisées par plusieurs saisons commerciales difficiles, faisaient face à des baisses à 2 chiffres sur certaines cultures. Dans ce contexte, plusieurs briefings internes ont qualifié l'Afrique de marché agricole à la croissance la plus rapide encore accessible. La perspective de voir le Burkina Faso, puis potentiellement d'autres pays du Sahel, s'orienter vers une agriculture non OGM a ajouté un facteur de vulnérabilité supplémentaire à un système déjà sous tension. Ce glissement a réduit les marges de négociation occidentales en transformant un partenaire commercial en acteur autonome. Ensuite, les observations locales. Dans les laboratoires improvisés de Bobo Dioulasso, des équipes ont comparé la résilience de variétés indigènes de mil et de sorgho à celle des semences importées. Les premières séries de tests ont montré que les espèces locales résistaient mieux aux sols pauvres et aux cycles d'humidité irréguliers. Cette donnée, encore partielle, a néanmoins modifié le débat public. Elle a déplacé la discussion d'un registre idéologique vers une lecture plus scientifique où l'adaptation écologique devenait un critère central. Puis la dimension politique régionale. À mesure que les données circulaient, la posture d'Ibrahim Traoré a été interprétée comme un signal d'ouverture. Au Mali, des comités techniques ont analysé chaque clause de la loi burkinabé. Au Niger, des consultations ont réuni autorités de transition et leaders civils autour de la question des semences indigènes. Ces démarches n'ont pas encore produit de textes similaires, mais elles ont transformé la loi initiale en référence, voire en point de départ. Pris ensemble, ces éléments dessinent un déplacement mesurable. Le passage du brevet à la graine ancestrale n'a pas paralysé la production, mais il a réorienté les perceptions de risque et de valeur. Là où la dépendance était considérée comme un gage de modernité, l'autonomie est redevenue un horizon crédible. Cet écart n'est pas encore un aboutissement. Il constitue cependant une preuve intermédiaire. Une réforme agricole peut produire des effets quantifiables bien au-delà des champs, en touchant simultanément les marchés, la science et la politique. 2 thèses opposées structurent le débat autour de la loi burkinabé et chacune mérite d'être formulée dans sa version la plus solide. La première, portée par plusieurs capitales occidentales et par les grandes firmes biotechnologiques, affirme que l'abandon des semences OGM affaiblira la productivité, limitera l'accès aux marchés internationaux et exposera les pays sahéliens à des risques économiques accrus. Selon cette lecture, la dépendance technologique serait le prix à payer pour rester compétitif dans un système mondial fondé sur des volumes standardisés et des chaînes d'approvisionnement intégrées. Les défenseurs de cette thèse rappellent que les OGM ont été conçus pour résister à des chocs climatiques et garantir des rendements prévisibles, conditions jugées essentielles pour la stabilité des revenus agricoles. La seconde thèse, issue des villages, des centres de recherche régionaux et d'une partie croissante de la société civile africaine, soutient une position inverse. Elle affirme que la résilience ne peut pas être dissociée de la maîtrise locale. Selon cette approche, une agriculture fondée sur des semences dont la propriété échappe aux producteurs crée une vulnérabilité structurelle, même lorsque les rendements semblent satisfaisants à court terme. Les partisans de cette vision soulignent que la dépendance aux achats annuels, aux intrants spécifiques et aux cycles imposés fragilise les communautés face aux chocs économiques et aux ruptures commerciales. La confrontation de ces 2 lectures ne se tranche pas sur des principes abstraits, mais sur les faits observés depuis l'entrée en vigueur de la loi. Les premiers mois n'ont pas montré d'effondrement de la production, contrairement aux craintes exprimées. Ils ont en revanche mis en évidence une capacité d'adaptation des variétés traditionnelles aux conditions sahéliennes, confirmées par des observations de terrain et des comparaisons scientifiques préliminaires. Parallèlement, la réduction de la dépendance aux brevets a allégé certaines contraintes financières pesant sur les producteurs. Dans ce cadre, la posture d'Ibrahim Traoré a été lue comme un arbitrage politique plutôt que comme un rejet de la modernité. Il ne s'agissait pas de nier les apports de la science, mais de redéfinir le rapport entre innovation et souveraineté. Le débat reste ouvert, mais une conclusion intermédiaire s'impose. La productivité seule ne suffit plus à définir la réussite agricole. La stabilité à long terme, la maîtrise des cycles et l'autonomie stratégique sont désormais des variables centrales du calcul. À mi-parcours, ce moment marque un changement d'échelle décisif.
Jusqu'ici, la loi pouvait être lue comme une réforme nationale ambitieuse, portée par un contexte agricole spécifique. À partir de ce moment, elle s'impose comme un signal stratégique, observé bien au-delà des frontières du Burkina Faso. La question n'est plus seulement de savoir si les semences indigènes peuvent remplacer des variétés brevetées, mais si un pays du Sahel peut influencer les règles implicites du jeu agroéconomique mondial. Ce basculement s'est opéré lorsque les premières réactions extérieures ont cessé d'être techniques pour devenir structurelles. Les inquiétudes exprimées à Washington et dans certaines capitales européennes ne portaient plus uniquement sur les rendements ou les normes commerciales, mais sur la possibilité qu'un précédent africain redéfinisse les rapports de force. Si une agriculture non OGM devenait viable et reproductible, alors l'architecture d'influence construite sur plusieurs décennies pourrait se fissurer. C'est ici que la figure d'Ibrahim Traoré a pris une dimension différente. Sa posture, jusque-là perçue comme nationale, a commencé à être interprétée comme un catalyseur régional. Non parce qu'il imposerait un modèle, mais parce qu'il rendait crédible l'idée qu'une souveraineté semencière pouvait être assumée politiquement sans isolement immédiat. À partir de ce point, la loi ne racontait plus seulement une réforme agricole. Elle ouvrait une interrogation centrale. Que se passe-t-il lorsque la périphérie commence à écrire ses propres règles et que le centre doit s'y adapter ? Les conséquences concrètes de la loi apparaissent différemment selon les acteurs concernés, mais toutes convergent vers un même déplacement du centre de gravité. Pour les États, le premier effet est institutionnel. Les ministères burkinabés ont vu affluer des propositions visant à consolider la transition. Programme de restauration des sols, diversification des cultures, développement de fertilisants locaux et même l'esquisse d'un réseau sahélien de banques de semences. Cette dynamique a renforcé un consensus politique rare, y compris au sein de l'opposition, autour de l'idée que la souveraineté agricole constituait désormais un intérêt national. L'influence d'Ibrahim Traoré, perçue comme un soutien à cette orientation, a donné à ces initiatives un cadre politique lisible. Pour les entreprises, l'impact est plus contrasté. Les acteurs liés aux semences brevetées ont vu se réduire un marché considéré comme stratégique, tandis que des structures locales ont commencé à émerger autour de la conservation, de la sélection et de la distribution de variétés indigènes. Cette recomposition ne s'est pas faite sans friction, mais elle a ouvert un espace économique nouveau, moins dépendant des chaînes d'approvisionnement extérieures. À moyen terme, certaines entreprises régionales ont perçu dans cette transition une opportunité de repositionnement en misant sur des savoirs agronomiques adaptés au Sahel plutôt que sur l'importation de solutions standardisées. Pour les citoyens, les effets ont été à la fois matériels et symboliques. Dans les zones rurales, le retour de semences non brevetées a allégé certaines contraintes financières et ravivé un sentiment de maîtrise du travail agricole. Dans les marchés urbains, la réapparition de céréales traditionnelles a été vécue comme une reconquête culturelle. Ce changement de perception a eu un effet psychologique notable. La réforme n'était plus perçue comme une injonction venue d'en haut, mais comme une réponse à une mémoire collective longtemps marginalisée. Enfin, pour la région, la loi a servi de référence. Au Mali et au Niger, des consultations techniques ont examiné la transférabilité du modèle burkinabé. Le Ghana a été cité comme un acteur attentif intéressé par les implications commerciales et scientifiques. Sans adoption immédiate, ces discussions ont néanmoins transformé le Burkina Faso en point de repère. Dans ce contexte, la posture d'Ibrahim Traoré a continué de jouer un rôle symbolique, en incarnant la possibilité d'un choix assumé sans rupture brutale avec le reste du monde. Pris ensemble, ces effets montrent que la loi n'a pas produit une simple rupture, mais une série de réajustements concrets. Elle a modifié des comportements, des attentes et des calculs à plusieurs niveaux simultanément. Reste alors une question centrale. Ces réajustements peuvent-ils se transformer en issue durable ou resteront-ils une parenthèse stratégique ? À partir de l'état actuel, 3 issues plausibles se dessinent pour les mois à venir. Aucune ne relève de la prédiction, mais chacune éclaire des choix et des tensions déjà visibles.
Une voie plus favorable envisage une expansion régionale plus rapide. Le Mali et le Niger adopteraient des cadres inspirés du modèle burkinabé, ouvrant la voie à une coordination sahélienne autour des semences indigènes. Des partenariats de recherche se structureraient, facilitant l'harmonisation scientifique et la circulation des données. Les universités renforceraient leurs programmes dédiés aux cultures traditionnelles, tandis que les agriculteurs, encouragés par les premiers résultats, intensifieraient la production non brevetée. Cette issue ferait du Sahel un bloc plus cohérent, capable de peser davantage dans les discussions internationales sur l'alimentation. Les réactions extérieures resteraient vives, mais la dynamique deviendrait difficile à inverser si les bénéfices sociaux et agricoles se confirmaient. Une voie plus tendue reste toutefois crédible. Une pression commerciale accrue, une enquête formelle de l'OMC ou des restrictions à l'exportation pourraient fragiliser les revenus de certains producteurs. Des campagnes d'influence chercheraient à présenter la réforme comme un risque économique, alimentant le doute dans les zones les plus vulnérables. Dans ce contexte, la capacité institutionnelle à maintenir la cohésion serait mise à l'épreuve. Pourtant, un facteur amortisseur subsisterait, la mémoire collective des années de dépendance, souvent associée à l'endettement et à l'épuisement des sols. Quelle que soit la voie retenue, une recommandation de lecture s'impose. Observer chaque évolution à travers une double grille, souveraineté et stabilité, permet de distinguer les ajustements temporaires des inflexions durables. C'est à cet endroit précis que se jouera la suite. À ce stade, la réforme cesse d'être une affaire de loi et de issue pour toucher des vies concrètes, parfois là où on ne l'attendait pas. Pour les enseignants des zones rurales, le changement s'est traduit par l'introduction de nouvelles leçons sur les variétés indigènes. Expliquer aux enfants pourquoi certaines graines cultivées par leurs arrière-grands-parents ont une valeur culturelle aussi forte que leur rendement alimentaire a replacé la souveraineté dans un langage accessible, loin des débats technocratiques. Pour les femmes, longtemps gardiennes discrètes des semences, la transformation a été plus symbolique encore. Leur savoir, perçu autrefois comme une tradition domestique, a gagné une reconnaissance publique. Certaines ont été invitées à participer à des ateliers communautaires pour expliquer comment identifier, conserver et protéger les variétés anciennes face à l'appauvrissement des sols. Cette visibilité nouvelle a renforcé une fierté collective et montré que la réforme ne se limitait pas aux institutions. Les jeunes agronomes ont eux aussi vu leur horizon évoluer. Beaucoup ont perçu dans cette transition une occasion de réorienter leurs recherches, en passant de modèles importés à l'étude systématique des cultures adaptées au Sahel. Les micro-laboratoires de Bobo Dioulasso ont encouragé l'expérimentation, tandis que les universités envisageaient des modules centrés sur les semences locales. Cette dynamique a donné à une génération montante le sentiment de contribuer à une transformation durable. Enfin, pour les citadins, l'effet a été avant tout psychologique. Le retour du mil et du sorgho non breveté sur les marchés urbains a ravivé l'impression que le pays retrouvait quelque chose d'essentiel. La réforme est devenue un miroir reflétant une aspiration plus large à reprendre la maîtrise d'un avenir longtemps vécu comme subi. À ce niveau, le changement n'impose pas de grands gestes. Il commence par l'attention portée à ce que l'on plante, consomme et transmet. C'est là que l'issue collective rejoint l'expérience individuelle. Pour transformer une victoire symbolique en issue durable, plusieurs actions concrètes se dégagent des premiers mois d'application. D'abord, il s'agit de consolider les banques de semences indigènes déjà réactivées dans les villages du Nord. Leur rôle dépasse le simple stockage. Elles deviennent une assurance stratégique, capable de protéger le pays contre des ruptures commerciales, des pressions réglementaires de l'extérieur ou des chocs climatiques imprévus. Mesurer leur efficacité suppose de suivre la diversité conservée, la capacité de redistribution et la continuité des cycles de plantation. Ensuite, l'enjeu est la structuration de la recherche locale. Les micro-laboratoires de Bobo Dioulasso ont démontré qu'un écosystème scientifique pouvait émerger avec des moyens limités.
Les renforcer permettrait de documenter plus précisément la résilience des variétés traditionnelles, d'accumuler des données comparables et de nourrir un débat régional fondé sur des preuves. Le critère de réussite est ici la capacité à produire des références scientifiques reconnues au-delà du cadre national, puis à l'échelle régionale. Les signaux venus du Mali, du Niger et du Ghana montrent qu'une coordination sahélienne n'est plus hypothétique. Partager des cadres juridiques, harmoniser certaines normes et mutualiser les résultats de recherche offrirait une protection collective face aux tentatives de pression externe. Dans cette dynamique, la posture d'Ibrahim Traoré est perçue comme un facteur facilitateur, non par imposition, mais par crédibilité politique. Enfin, la cohésion interne. Informer les citoyens, intégrer la souveraineté alimentaire dans l'éducation et maintenir un dialogue ouvert sur les ajustements nécessaires conditionne la survie de la réforme. La souveraineté naît de la graine, mais elle se maintient par l'adhésion. C'est à ce niveau que l'issue peut réellement s'ancrer dans le temps. Un motif discret traverse toute cette issue, presque en silence. Ce sont les mains qui conservent, transmettent et plantent. Au début, elles apparaissaient dans les villages du Nord, lorsque des femmes sortaient de vieux paniers des graines préservées depuis des générations. À la fin, ce sont encore ces mêmes gestes qui donnent sens à une réforme devenue géopolitique. Le lien entre l'acte ancestral et la décision publique s'est refermé sans rupture. Dans ce miroir, la posture d'Ibrahim Traoré a pris une résonance particulière. Non comme une figure héroïque, mais comme un amplificateur d'un message ancien. La souveraineté commence par des détails modestes. En rappelant que la graine n'est pas un simple intrant, mais une mémoire vivante, cette orientation politique a trouvé un écho inattendu, jusque dans les analyses étrangères. Beaucoup ont été surpris de constater que la réforme ne s'imposait pas par la contrainte, mais par la reconnaissance d'un héritage partagé. Dans les marchés, le retour du mil et du sorgho non breveté a donné au pays l'impression de reprendre son souffle. Dans les écoles, les enfants apprennent que certaines graines sont plus anciennes que les frontières modernes. Cette continuité entre passé et avenir a créé une unité rare. Ce qui se construit ici n'est pas un modèle contre le monde, mais un chemin pour soi, fondé sur une mémoire longtemps reléguée. Au terme de ce parcours, une évidence se dégage sans bruit. L'histoire racontée par le Burkina Faso ne cherche ni la provocation ni l'affrontement. Elle pose une question plus simple, presque intime, mais aux résonances collectives profondes. Que signifie décider soi-même de ce qui pousse sur sa propre terre ? Cette interrogation dépasse largement un cadre national. Elle traverse les débats sur l'alimentation, la souveraineté et la manière dont les sociétés choisissent leur dépendance. Dans ce contexte, l'issue associée à Ibrahim Traoré agit moins comme un modèle à copier que comme un miroir. Elle invite à observer comment une décision locale peut ouvrir un espace de réflexion globale, sans slogan ni certitudes imposées. Chacun peut y lire quelque chose de différent, selon son expérience, son pays ou son rapport à la Terre. Si cette analyse résonne avec vos propres questionnements, il peut être utile de partager ce qu'elle vous inspire. Un commentaire, une interprétation ou même un désaccord nourrissent un débat qui gagne à rester ouvert et nuancé. La souveraineté alimentaire n'est pas une réponse figée, mais une conversation en cours. Alors, en regardant ce qui se joue aujourd'hui au Sahel, comment percevez-vous l'équilibre entre autonomie, coopération et interdépendance dans l'avenir du continent africain ?